parce que je pense qu'il avait aussi la croyance. Il n'a pas trouvé la porte. Et tu sais qu'il y a plein d'hommes qui s'inquiètent de ça et je comprends, c'est légitime. Il était hyper inquiet et on a tellement essayé de choses qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il voulait me mettre au nombril, quoi. Et c'est là où j'entends la première fois un travail sur soi. Je me suis dit, travail sur soi. Alors moi, je n'étais pas du tout développement personnel, travail sur soi, blocage et tout ça. Je ne connaissais pas. Je suis née après un bébé garçon qui est mort. Et donc, j'étais une fille. Et en fait, tu vois, dans ma culture, les mecs, les bébés garçons, ils ont un peu plus de valeur que les bébés filles. Oui, oui. Aïe, 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 aïe. Et un jour, je lui ai dit, je pense que je suis prête. On va retenter, mais on va y aller à notre rythme. Puis un jour, comme ça, on essaie et ça marche. C'était magique. J'ai dit, waouh! Mais du coup, le vaginisme a été vraiment un cadeau. Tu vois, c'était vraiment quelque chose que je pense que la vie m'a amené pour transformer des sphères de ma vie que je ne voulais pas voir, qui me faisaient pourtant souffrir. Hello tout le monde, je suis de retour aujourd'hui, pas toute seule, comme vous pouvez le voir. On a Mam avec nous, c'est bien comme ça qu'on prononce son prénom? C'est Mam, oui. Ouais. Qui va du coup nous parler d'un sujet hyper intéressant qui est le vaginisme, que je ne connaissais pas il y a quelques mois avant de te rencontrer, je ne savais même pas que ça existait. Donc écoute, est-ce que tu veux bien déjà te présenter, dire qui tu es et pourquoi tu veux nous parler de ça? D'accord. Bon, merci Esther pour cette invitation. Je suis ravie et contente d'être avec toi. Alors moi je m'appelle Mam, j'ai 31 ans, je suis coach personnel et je suis également experte en guérison du vaginisme. Donc j'accompagne les femmes atteintes de vaginisme à guérir entre 3 et 6 mois. D'accord. Voilà ce que je fais. Et du coup c'est quoi le vaginisme? Parce que là comme ça a l'air d'être un truc un peu grave. Oui, c'est vrai que quand on dit vaginisme, voilà, ça fait penser à quelque chose de grave. En fait, le vaginisme, pour résumer, c'est un trouble sexuel féminin. Donc, c'est un trouble psychosomatique qui empêche toute forme de pénétration possible. Donc, la femme qui le vit, elle n'arrive pas à se laisser pénétrer par son conjoint. Pénétration rime avec douleur, peur surtout. Elle a énormément peur parce qu'elle vit la pénétration comme une intrusion. Et voilà. C'est un peu le cas. Voilà, mais chez elle, c'est encore plus fort parce que elle a mal, elle a peur. Souvent, c'est des femmes qui n'ont jamais eu de vie sexuelle avant, donc c'est leur premier rapport sexuel. Et donc voilà. Donc même un tampon, par exemple, aura du mal. J'allais te dire, est-ce que du coup, si tu as du mal à mettre des tampons, c'est du vaginisme aussi ou... Alors, pas forcément, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, les femmes qui ont un vaginisme n'ont jamais mis de tampon avant de découvrir leur vaginisme. Donc peut-être que déjà, c'était le vaginisme qui était en cause du fait que, par exemple, à l'adolescence, elles n'ont jamais pensé à mettre un tampon comme moi. Donc voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que ce soit psychosomatique. Donc le corps, il rentre en jeu. C'est une manifestation, en fait, en tout cas le vaginisme, c'est vraiment une manifestation d'un mal-être intérieur que vit la femme. En fait, quand ça t'arrive, tout de suite, ton premier réflexe, c'est de te dire que c'est un problème physique, mécanique. Par exemple, tu as un blocage anatomique ou tu as une malformation. Moi, par exemple, quand je l'ai découvert, parce que j'en ai souffert et je l'ai dépassé, quand ça m'est arrivé, tout de suite, mon premier réflexe, je me suis dit peut-être que... mon hymen est très très épais. Voilà, mon hymen est très épais. Peut-être que j'ai une malformation à ce niveau-là qui fait que ça bloque. Peut-être que mon vagin, qu'il n'y a pas de trou. Enfin bref, on commence tout de suite à penser à, en tout cas... côté physique, anatomique. On ne pense pas forcément que ça pourrait venir, par exemple, d'un blocage psychologique. Donc, malheureusement, beaucoup de femmes vont perdre énormément de temps à chercher des crèmes magiques, tu vois, à appliquer sur le périnée ou des positions magiques qui vont régler le problème. Donc, au bout des exercices de respiration pour détendre. Même ça aide quand même parce que... Alors, il y a cette part physique qui est là, mais si je devais mettre un pourcentage comme ça, je mettrais par exemple c'est 20% de physique et 80% de psychologique. Mais il y a quand même une part de physique et d'ailleurs c'est quelque chose que je recommande d'écarter tout de suite dès le début parce que il y a certaines femmes, c'est très rare, mais ça arrive, qui ont quand même un vaginisme parce que voilà, au niveau du bassin,
il y a quelque chose à faire. Dans ce cas, c'est pas de l'ordre du coaching, c'est de l'ordre du médical. Voilà, médical, ostéopathie ou autre. Mais c'est très rare parce que quand je regarde sur les femmes que j'ai accompagnées depuis, j'en ai eu aucune qui avait, en tout cas, la cause de son vaginisme était physique, un problème de bassin haute. C'était toujours bien plus profond que ça. C'est exactement la même chose. Enfin, c'est marrant parce que c'est exactement la même chose que je ressens moi dans le coaching avec le surpoids, où en fait, oui, il y a des personnes qui viennent vers moi et en fait, elles ont réellement un problème hormonal ou une raison médicale qui fait qu'elles sont en surpoids et qui n'est pas dépendante de leurs émotions et de leur état d'esprit. Et donc, dans ce cas, effectivement, il y a un suivi médical à avoir et voilà, voir vraiment ce qui se passe. Mais la plupart du temps, en fait, c'est qu'elles mangent leurs émotions. Enfin, je dis elles parce que c'est essentiellement des femmes, mais et j'ai connu ça aussi, c'est qu'en fait, on mange nos émotions sans s'apercevoir qu'on le fait, ou alors on le voit mais on l'occulte. Et du coup, il y a vraiment une base qui est pas psychologique dans le sens où on le fabule, mais psychologique dans le sens où c'est notre état d'esprit et nos émotions qui nous poussent à manger et que c'est incontrôlable. Et là, je pense que c'est un peu la même chose en fait, c'est que c'est incontrôlable. Genre la contraction, elle est incontrôlable parce qu'il y a un blocage plus haut, quoi. Exactement. En fait, la contraction, elle est incontrôlable et elle est même inconsciente. On ne se rend pas compte qu'on contracte ou qu'on est fermé. Par exemple, moi, mon conjoint, il me disait détends-toi, j'ai l'impression de cogner à un mur, mais personnellement, je n'avais pas l'impression d'être contractée. Pour moi, j'étais détendue. En fait, je ne maîtrisais pas cette partie de mon corps. J'étais persuadée d'être détendue, mais lui, il me disait, mais non, tes cuisses sont contractées. J'étais vraiment musclée. Et c'est dingue, c'est parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on muscle, qu'on est contracté. Okay. Du coup, comment tu as fait pour savoir que c'était, enfin, ne serait-ce que mettre le mot dessus, savoir que c'était du vaginisme. Enfin, comment tu t'en es rendu compte dans ton cas à toi? Alors, moi, dans mon cas, pour t'expliquer un petit peu, donc moi, j'ai découvert après mon mariage, donc en 2014. Donc, pour résumer un peu, donc, je suis arrivée vierge au mariage parce que c'était très important pour ma famille, mais aussi pour moi, c'était des convictions personnelles. Donc, quand je me suis mariée, donc, premier jour de la nuit de noces, donc, c'était mon premier rapport sexuel, blocage. Alors, sur le moment, j'avoue que je n'ai pas paniqué plus que ça, parce que je me suis dit... Écoute, c'est la première fois que tu le fais et en plus, il faut dire que j'avais entendu tellement de choses sur la première fois. Donc, j'avais entendu des cousines, des copines qui m'ont raconté quand même leur première fois d'une façon pas très positive. C'était du style, t'auras tellement mal que tu pourras plus marcher le lendemain. Je pense qu'il y a de ça aussi. Tu vois, tu arrives dans le truc chargé émotionnellement avec tout ce que tu as entendu, tu arrives avec un background. Tu sais, comme un peu fantasmé négativement le truc. Négativement. Donc tu te dis de toute façon, tu vois, moi dans ma tête, quand on a essayé et que j'ai eu mal et que c'était un échec, je me suis dit c'est normal. De toute façon, tout le monde m'a dit que tu allais avoir mal, que ça allait être douloureux. Donc là, pour le coup, franchement, j'ai dit bon, c'est la première fois, tu n'as jamais fait l'amour, donc voilà. Question peut-être un peu privée, mais tu n'avais jamais exploré cette zone-là de ton corps toi-même, tu t'étais jamais masturbée, tu n'avais jamais porté de tampons, ce genre de choses, ou tu avais exploré déjà? Alors tampons non, parce que les tampons me faisaient peur, donc ça, voilà, ça rentrait pas, voilà, dans mon... J'utilisais jamais des tampons, par exemple, pendant mes règles, c'était vraiment un paquet de serviettes hygiéniques. Et d'ailleurs, la première fois, je te disais tout à l'heure avant l'interview, quand j'ai vu un paquet de tampons, je me demandais à quoi ça servait, parce que j'en avais jamais utilisé. Dans ton entourage, il n'y avait pas d'informations par rapport à ça? Non, il n'y avait pas d'informations. Mère, sœur, cousine, tout ça? Parce qu'à mon avis, c'est parce que le tampon était vu comme quelque chose qui pouvait faire perdre la virginité. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, parce qu'on sait que maintenant, tu peux mettre un tampon et que le hymen, il y a plusieurs choses qui sont fausses là-dedans. C'est déjà la définition de la virginité qui, pour moi, est le premier rapport sexuel. Donc, dans la mesure où tu mets un tampon, le tampon, ce n'est pas un rapport sexuel, donc même s'il abîmait l'hymen, la virginité en tant que telle n'est pas enlevée. C'est vrai. Après, si c'est la question de l'hymen, il peut ne pas être endommagé avec un tampon. Exactement. C'est juste que pour moi, hymen n'est pas égal à virginité. Exactement, super. C'est bien que tu le précises parce que beaucoup de gens vont faire l'amalgame. Hymen, c'est pas virginité. Virginité, c'est juste ne pas avoir eu de rapport sexuel. Exactement. Que tu aies un hymen ou pas. D'ailleurs, tu peux le mettre sans hymen ou avec un hymen presque inexistant. Donc, et aussi, le tampon n'enlève pas l'hymen. Voilà, donc pas ça, nécessairement. Mais je sais qu'il y a des femmes chez qui il a pu endommager l'hymen. Je veux pas faire peur à celles pour qui c'est très important, mais je sais qu'il y a des femmes pour qui ça a été le cas parce que leur hymen était particulièrement grand ou quoi. Mais la plupart du temps, un tampon c'est tout petit, c'est doux et je pense que l'hymen aussi, c'est une membrane qui s'écarte. Voilà, exactement. Donc moi je pense que pourquoi est-ce que j'ai jamais utilisé de tampon parce que déjà
je voyais personne en utiliser autour de moi. Et puis dans ma culture et mes croyances, ça pouvait endommager mon hymen, donc pas Ta touche. virginité. Et tu vois, même faire de l'équitation, pourtant j'avais envie d'en faire, mais je pensais que si je tombais du cheval, j'allais perdre ma virginité. Donc tu vois, il y a tellement de choses comme ça. Oui, il y a vraiment cet amalgame culturel entre de- virginité et hymen, Voilà. et puis cette peur-là. Ok. Donc je découvre donc en 2014, donc je m'inquiète pas les premiers jours, puis un deuxième jour on restait échec total. Par contre, qu'est-ce que tu appelles échec en fait? T'étais contractée, enfin, t'arrivais pas du tout même en début de pénétration. Ouais, parce que ça faisait mal. Ça faisait mal et j'avais peur en fait. J'avais l'impression que si mon mari me pénétrait, j'allais mourir. C'est vraiment cette peur de mourir, de perdre un truc important. Tu vois, mais t'étais pas heureuse de le donner, enfin parce que dans tes convictions à toi, ça avait de la valeur le fait d'avoir ce premier rapport sexuel avec ton mari en fait. Oui. Et du coup, t'étais pas plutôt confiante et de lui donner ça quelque part? C'est ça qui est dingue, c'est que avant le mariage, j'étais contente. Je me disais waouh, ça va être magique notre première fois. Voilà, je vais m'offrir à lui parce que voilà, moi c'était comme ça que je voyais les choses. C'est une croyance, ouais. Et le jour, j'avais envie de lui donner, mais en même temps, j'avais peur de perdre quelque chose qui était important pour moi. Tu vois, j'étais entre ces après, deux. je l'aurais plus, quoi. Voilà. Genre, Après, je l'aurais une plus. fois et c'est tout, quoi. C'est ça. Et en fait, je pense qu'on s'identifie beaucoup aussi à la virginité, à cet hymen qui est là avec nous pendant des années. Et donc, ça fait c'est fou, tu vois, ça fait partie de nous. Donc, quand on le perd, ça fait peur, en fait. C'est marrant à quel point c'est aussi lié avec le poids. Parce que moi, c'est ça. Genre, oh, mais non, mais si je maigris, après, bah, je suis plus moi. C'est ça. Cette espèce de peur de ah mais en fait j'ai jamais été mince, je sais pas ce que c'est moins mince et si jamais tous mes problèmes sont pas résolus, comment on va faire? Et aussi le fait de faire cette identité de la femme vierge, donc pure, bien, la femme super. En fait, si t'es plus vierge, bah, tu passes de l'autre côté. Femme mariée, quoi. Voilà. Encore, enfin moi dans mon, tu vois, avant quand je voyais des femmes vierges, avant, hein, c'était vraiment mes croyances à l'époque, c'était elles sont des filles bien. Par contre, quand je savais que tu n'étais pas vierge, je commençais à te juger. Je me dis, elle n'est pas bien. C'est fou. C'est fou. Mais c'est là qu'on dit qu'on voit que la culture familiale a un impact énorme. Vraiment un impact. Donc, je pense pas que tu penses ça maintenant, en fait. fait. Non. Donc là, clairement, depuis mes croyances et ma façon de voir les choses de la vie a beaucoup changé, beaucoup évolué. Et je pense que c'était aussi en partie grâce à ce vaginisme qui m'a permis de travailler toutes ces choses-là. Mais et voilà, il y avait vraiment cette identité de la femme qui a sa virginité, donc qui est pure, qui est bien, et celle qui la perd, qui... Donc en fait, tu avais peur de devenir une mauvaise personne, finalement, en faisant l'amour avec ton mari. Exactement. Et autre chose aussi, j'avais peur de trahir ma mère. Parce que ma mère, j'étais sa petite fille parfaite. Mais oui, mais t'étais mariée, t'étais dans ton droit, non? Ouais, mais je l'avais pas... En fait, tu vois, c'est marrant parce que, oui, j'étais mariée, donc c'était licite, normal, ça y est. Ouais. Mais en même temps, dans ma tête, j'avais pas l'autorisation, tu vois, de le faire. Et donc, tu vois, et ça, je l'ai compris après. Sur le moment, je t'avouerai que tous ces rapprochements que j'ai faits, c'est vraiment après un travail sur moi. Et puis, dans les accompagnements, je retrouve les mêmes schémas avec les femmes que j'accompagne. J'ai compris que, en fait, ce qui aussi me bloquait, c'est que si je perdais ma virginité, j'avais cette impression de trahir maman. Ça veut dire que je suis plus sa fille parfaite, vierge. Je suis une femme et donc je suis la femme de mon mari et plus la fille de ma mère. Ouais. Et alors, pour répondre à ta question, comment le diagnostic a été posé. Donc, je vais résumer un peu. Donc, des jours qui suivent, donc toujours échec. Donc, pas d'inquiétude quand même. Si, quand même. Je pense qu'au bout d'un mois, au bout d'1 mois, j'ai commencé quand même à me poser des questions. Je me suis dit, Mam, attention, ça fait quand même 1 mois que tu es mariée, ton mariage n'a jamais été consommé. Pour l'instant, c'est plus de la frustration qu'autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'on essayait, ça bloquait et je disais d'arrêter. Parce que j'avais mal. Je disais à mon mari de se retirer, donc lui, il arrêtait. Et il y avait de la frustration parce qu'on était amoureux, on avait envie. Et donc, échec. Et après, ça finissait bien sûr en pleurs, questionnement, pourquoi moi Puis un jour, je me décide de vraiment consulter parce que je voyais qu'il y avait un vrai problème.
Parce qu'avant ça, je faisais quand même un déni du problème. Inconsciemment, je me disais, bah non, c'est le temps. Est-ce que tu avais des symptômes physiques de désir pour ton mari, dans le sens où, est-ce que, donc au niveau émotionnel, tu avais un désir, et est-ce qu'au niveau physique, ton vagin mouillait, Exact. en fait? Tout à fait. En fait, le désir, il est là. Il est même tellement, tu vois, j'avais du désir, intense, ouais. Il est intense, tu as envie. C'est pour ça qu'il y a de la frustration. Parce que tu as envie et ton corps, il bloque. Il y a quand même des manifestations physiques du désir. Oui. C'est-à-dire que ton vagin lubrifie comme si tu allais accueillir un pénis, Exact. mais pour autant, il ne se décontracte pas. Exactement. Parce qu'avant d'arriver à la pénétration... Tu pourrais croire que tout bloque, en fait, et Ouais. que même la lubrification bloque, mais en fait, non. Non. Alors, la lubrification ne bloque pas, tu as du désir parce qu'il y a les préliminaires où vraiment, voilà, c'est magique, on s'embrasse, on fait plein de choses. Tu sens vraiment que le désir est là, tu vois, la palpitation du cœur, enfin... Oui, t'as pas de doute, tu te sens en sécurité, tout va bien, tout va bien. Mais... Ouais, ok. Donc, et ça, c'est important de le préciser. C'est pas parce qu'on a du vaginisme qu'on n'a pas de désir ou qu'on n'a pas de la libido. Souvent, on a du désir, on a envie. Ouais. Mais au moment de... On est très à l'aise pendant les préliminaires, par exemple. Ouais. Très à l'aise, on adore ça. Mais dès que on sait que le conjoint veut aller plus loin pour une pénétration, et là, blocage total. Ok, donc du coup tu disais pour le diagnostic. Alors pour le diagnostic, donc je vais voir mon médecin traitant. Donc je suis dans une phase de ma vie où j'étais vraiment pas bien à cause de ce problème. Donc je vais voir mon médecin. Donc tout de suite il a senti, il m'a vu, il m'a dit vous avez pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors je lui explique que je suis pas bien, donc je lui raconte mon problème. Je lui dis écoute, ça fait 1 mois que je suis mariée, mais j'arrive pas à consommer mon mariage. J'ai peur, j'ai mal quand mon mari essaie de me pénétrer. Et lui, l'air de rien, il écrit comme ça. Ouais, ça doit être du vaginisme, ça, tu vois. Et là, j'entends, what? Tu vois, sur le gros. Qu'est-ce que c'est que ça, ouais. C'est quoi ce mot? Tu vois, et puis il a dit vraiment l'air de rien, tu vois. Il écrivait, je pense qu'il était en train de... On se rend compte que toi, tu avais une question Voilà. auquel il était en train de répondre et que c'était un truc important. Et je lui dis du vaginisme. Il me dit, oui, je vais vous faire une ordonnance pour aller voir une gynécologue pour poser le diagnostic. Donc il me fait l'ordonnance et le jour arrivé, donc je vais à la consultation chez la gynécologique, sachant que c'était la première fois que j'allais chez la gynécologique. Jamais avant parce que tu vois, dans ma croyance, pas de vie sexuelle, donc pas besoin de... Oui, mais alors que ça veut pas dire que ton vagin est sain, ça veut pas dire que tout va bien, qu'il faut pas contrôler ta vulve, ouais. Jamais, et en plus j'avais peur qu'on m'insère un spéculum parce que j'avais peur je pensais que ça allait me faire perdre la virginité, n'oublie pas. Pas l'hymen, la virginité, c'est trop... C'est sûr, tu vois, c'est sûr que faire l'amour avec un spéculum, personne ne veut. Hein. Je t'assure que donc, c'est pas le truc le mieux dans la vie. Donc première expérience, donc elle me dit, on part, on fait connaissance. Puis elle me dit, bon, on va passer sur la table gynécologique, voilà. Puis moi, j'arrive. J'avais tellement peur déjà, tu vois. Je me pose, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle va en plus comme posture. Je n'étais pas du tout à l'aise. Puis elle commence à me dire, mais voilà, mettez-vous à l'aise, j'arrive. Et puis tout d'un coup, je la vois avec le gros spec. Je lui dis, tu vois, je lui dis, attendez, s'il vous plaît, ça va où? Elle me dit, je vous examine et tout ça. Et là, je commence vraiment à avoir des bouffées de chaleur. J'étais comme ça, j'avais hyper peur. Je la retenais avec ma main. Je lui dis, ah non. Elle me dit, mais rassurez-vous, on va y aller doucement. Et je lui dis, ah non. Donc, au bout de 3 tentatives, je pense qu'elle en a eu marre. Elle m'a dit, écoutez, levez-vous, habillez-vous. Je peux rien faire pour vous. Vous pouvez même pas me laisser vous examiner. Donc, oui, effectivement, il s'agit d'un vaginisme. Tu vois. Et là, je sors de là. J'étais tellement mal. Et puis le fait, tu sais, qu'elle m'ait dit, je peux rien faire pour toi, je me suis sentie vraiment pas bien en ce moment-là. Et donc j'arrive chez moi, je me rue sur un forum, tu vois, je tape vaginisme. Je voulais dire, je me rue sur un pot de Nutella. C'est ce que j'aurais fait moi personnellement, mais... Non, j'ai été vraiment sur Internet, j'ai tapé vaginisme, je suis tombée sur plein de forums. Et je voyais des gens parler de leur vaginisme. Et moi, ce qui m'a fait le plus flipper, c'est quand j'ai vu une femme qui disait que ça faisait 15 ans qu'elle avait ce problème. Et je me dis, non, moi, je ne peux pas rester 15 ans avec ça. Mais je me dis, non, mais c'est quoi ça? Plus je lisais, plus j'avais peur, en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, tu remets pas en doute, en fait, genre, je sais pas, est-ce que tu te sens nulle et tu dis, c'est moi qui ai un problème? Ou est-ce que tu cherches une raison physique? Enfin, je sais pas comment. Je me demande en fait dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là. Est-ce que tu te dis, punaise, je suis même pas capable de faire un truc aussi basique que me reproduire, quoi. Genre, c'est quand même le truc, c'est basic instinct normalement, quoi. C'est comme manger, je devrais savoir le faire. Comment ça se fait que je ne sais pas le faire?
Parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'avec le sexe, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'apprentissage du sexe. Il y a un peu un espèce de truc dans l'inconscient collectif que le sexe, c'est un truc comme ça, tu le sais, c'est inné. Un peu comme l'instinct maternel, je sais, genre t'es censé être inné. C'est quoi cette connerie c'est possible que tu le saches pas, quoi. Ouais. En fait, ça, c'est arrivé quelques jours après. Ouais. Je me suis vraiment sentie anormale, tu vois. Ouais. Genre, je suis pas normale. Et j'ai commencé à me demander si j'étais vraiment une femme, tu vois. Déjà, la question identitaire commence à... Oui, tu te demandes si t'es vraiment une femme. J'ai été à me demander si j'étais... pas un homme, tu sais, dans le corps d'une femme, tu sais, des choses comme ça. Tu commences vraiment à te poser, tu sais, est-ce que je suis normale? Et tu commences à te comparer après à toutes les femmes que tu vois dehors. À te dire, elle arrive à le faire, moi pas, est-ce que je suis normale? À vraiment douter. Donc là, à côté confiance en soi, c'est down, comme pas possible. Du coup, voilà, tu ne te fais plus confiance. Tu te dis, j'arrive pas à faire la chose qui doit être tellement naturelle que toutes les autres femmes du monde font et ont du plaisir. Moi, j'arrive même pas à le faire, quoi. Est-ce que tu avais du plaisir d'ailleurs, clitoridien? Oui, alors avant ça, j'avais quand même exploré mon corps entre 23 et avant mon mariage, donc j'ai découvert la masturbation. L'orgasme clitoridien. Voilà, je connaissais l'orgasme, j'avais exploré la masturbation, etc. Du coup, est-ce que... Alors, je sais pas si c'est pareil chez toutes les femmes, pour tout te dire, mais est-ce que dans l'orgasme clitoridien, tu sentais la contraction de ton vagin? Parce que moi, je le ressens, mais après, je sais que personnellement, mon clitoris externe est quasiment... C'est pas qu'il est inexistant, il est là, hein, mais je ressens rien à cet endroit-là. Moi, je ressens par le vagin, justement. Donc, en fait, moi, je sens beaucoup mon vagin contracté, même par la masturbation externe, en fait, je ressens le vagin. Du coup, je me pose la question, si une personne qui a le vaginisme, elle peut ressentir son vagin se contracter par un orgasme clitoridien, ou pas du tout, en fait, tellement c'est serré. Je pense que... Alors moi, ça doit dépendre. Ouais, ça doit dépendre. Pour répondre pour mon cas personnel, moi, je suis très sensible au niveau du clitoris externe. Tu vois, j'ai bien plus de plaisir qu'avec au niveau du clitoris à l'extérieur. Et donc, du coup, je me suis jamais, tu vois, fait le lien que... Donc, je sais pas. Ouais, mais à mon avis... comme pendant des années, j'avais occulté l'existence de mon vagin et que je l'avais oublié, j'avais même pas cette conscience de contraction, tu vois, j'avais pas... Tu l'aurais pas ressenti même si elle était là, quoi. Voilà, donc... C'est fou, quand même. C'est fou. Et du coup, comment t'as résolu ce problème? Parce que là, je nous en parle. Parce que là, elle a maintenant, tu dis, un forum. T'en as pour 15 ans, madame. Voilà, t'en as pour 15 ans. Comment t'as trouvé ta solution et qu'est-ce que c'est? Et donc, à l'issue de ça, donc, je me dis, ok, donc je commence à accepter que j'avais un problème. Parce que jusque-là, j'avais fait le déni. Je me suis dit, ah non, moi, j'ai aucun problème, je suis équilibrée. Parce que dans les forums, je lisais qu'il y avait une partie psychologique, chose que je refusais complètement au départ, parce que je me dis, mais non, pour moi, les problèmes psychologiques, c'est les autres, c'est les fous, c'est les dépris. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment... Tu viens d'une culture où en fait t'avais pas forcément une ouverture sur ce genre de choses. Je me dis non, moi j'ai pas de troubles psychologiques, je suis très équilibrée, j'ai une éducation normale, enfin je comprends pas pourquoi j'aurais un trouble psychologique. J'avais vraiment du mal à le vivre. Donc j'accepte, alors après un long travail, en tout cas il y avait cette phase d'acceptation. Même t'as un problème. Que t'as fait seule. Que j'ai fait seule parce que je lisais quand même pas mal de choses, je regardais un petit peu... oui, mais je pense que pendant cette période-là, la majorité du travail, je l'ai fait seule. C'est vraiment avec moi de me dire, accepte que tu as un problème, là tu pourras agir. Ça, je l'ai compris, tu vois, en ce moment-là. C'est marrant parce que je l'ai compris sans même avoir les outils. Parce qu'après, j'ai compris. Ouais. Donc, je l'ai accepté, puis après, j'ai dit, bah, comment on fait? Puis un jour où j'étais vraiment mal, vraiment déprimée, parce que ça touche aussi beaucoup le moral, hein, d'avoir ce problème-là. Des jours, tu te réveilles, t'es bien, puis dans la journée, un truc te fait penser à ton problème. Donc, en fait, tout te ramène au fait que tu as un problème. Même si tu ne veux pas y penser, il suffit juste, par exemple, que tu sois au boulot, que des collègues parlent de sexe, ou là, de grossesse. Voilà, et là, paf, ça te fait revenir à toi. Donc, du coup, j'étais toujours dans des phases émotionnelles assez montagnes russes. Un jour, je suis bien, puis le lendemain, je suis pas bien. Et un jour, je me suis levée, je me suis dit, écoute, Mam, si tu ne règles pas ce problème-là, ça va te gâcher ta vie, ça va te pourrir ta vie, ton couple, n'en parlons pas. Puis mon mari commençait à être impatient, il ne comprenait pas, etc. Est-ce que lui se remettait en question? Est-ce que lui se disait, tiens, est-ce que c'est pas moi qui fais les choses mal? Parce qu'il était... comment on dit pour les hommes, vierge aussi? Oui, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Il en avait déjà eu par contre.
Pas vraiment, pas vraiment, pas une pénétration. Je pense que lui aussi, il avait les mêmes, la même éducation que moi. Donc, il avait des copines, mais il n'allait pas si loin que ça. Et ça, il me l'a appris plus tard. Parce que moi, je pensais qu'il avait quand même eu une vie sexuelle, parce que je me dis, c'est un mec, enfin, etc. Mais, Genre normal. genre normal, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais Ouais, mais mes à croyances l'époque, là-dessus. tu vois, à l'époque, c'était mes croyances. Parce Ouais. que Tu les as encore, ces croyances-là? alors non, je aujourd'hui, les ai plus pas tout encore du Ouais, tout, du ok. tout, du tout. Mais à l'époque, c'était ça mes croyances. C'est vrai que moi, ça m'atteint à chaque fois. Genre, bah oui, lui, il a eu des expériences, et même limite que moi je le sache ou que je le sache pas, c'est pas grave, c'est pas important. Je peux me marier avec quelqu'un sans savoir cette info, alors que lui, par contre, il doit bien, bien, bien savoir que je suis vierge. Genre, c'est important qu'il le sache. Il y a un gros panneau. C'est ça, C'est écrit. mais c'est la réalité. C'est qu'à l'époque, c'était ça mes croyances. C'était Oui, je comprends. moi, je dois prouver ma virginité. C'était ta Par contre, normalité, quoi. c'était ma normalité. Sauf Ouais. qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je trouve que, enfin, pas le débat d'aujourd'hui, Mais oui, bon. Bref. Voilà. Féminisme, tout ça. Girl power, non, on a compris. Voilà. Et du coup, je sais plus. Du coup, moi, je te demandais si lui commençait à se dire ah bah peut-être que moi aussi, c'est moi qui suis pas Oui, normale, qui n'arrive ouais. pas à faire l'amour à Ouais. ma femme. Il y a un problème. Est-ce que c'est moi Ouais. ou est-ce que pas du tout? Genre le problème est sur tes épaules à toi. Non. Alors à un moment donné, il a commencé à douter de lui, à penser que c'est lui qui s'y connaît pas, parce que je pense qu'il avait aussi la Il a croyance. pas trouvé la porte. Et tu sais qu'il y a plein d'hommes qui s'inquiètent de ça et je comprends, c'est Il légitime. était Genre, hyper ils- inquiet. Et on a tellement essayé de choses qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il voulait me mettre au nombril, quoi. Tellement il se dit, mais vu que la On porte n'a n'est rien pas là, compris. On n'a rien compris. tu vois, vu que la porte n'est pas là, c'est peut-être plus haut. Et en fait, lui, il commençait vraiment à se dire qu'il connaît, que c'est lui le problème, c'est lui qui sait pas s'y prendre, que ses copains le faisaient, que eux ils avaient de l'expérience, tu vois, et puis après, alors là, c'est là où vraiment je me suis sentie mal pour lui, c'est qu'il a commencé à me dire, est-ce que il me donnait du désir, quoi. Est-ce que tu vois, il commençait à me dire, est-ce que tu m'aimes assez, est-ce que c'est pas moi le problème, alors que ça avait rien à Du voir. coup, ça crée des problèmes de couple. Du coup, oui, ça crée des problèmes de couple parce que l'autre se remet en question puis se dit, mais pourquoi, si elle fait pas l'amour avec moi, dans sa tête, bah, peut-être qu'elle ne m'aime pas, peut-être qu'elle ne désire pas, peut-être qu'elle n'a pas envie. Enfin, voilà, c'était vraiment une période très difficile pour lui, pour nous deux. Mais il y a eu cette période de remise en question. C'est vrai qu'il m'a beaucoup soutenue parce que sur le coup, il m'a pas dit c'est ton problème, gère-le. Voilà, il y a eu aussi lui qui s'est posé des questions. Bah, moi aussi, je me posais des questions, le couple aussi. Du coup, tu as eu la phase d'acceptation où tu as compris qu'il y avait un problème. Ensuite, tu as eu la phase où tu t'es dit c'est un problème avec lequel je veux pas rester, je veux le résoudre. Ouais. Et ensuite, tu as fait quoi pour le résoudre? Alors, j'ai dit il me faut de l'aide. Tu vois, j'ai accepté aussi que j'avais besoin d'aide. Donc j'ai dit, ok, t'as un problème, accepte t'as un problème, maintenant il faut que tu trouves quelqu'un pour t'aider. Parce que à tout problème, il y a une solution. Sachant que ça faisait des mois que j'arrivais pas à le régler. Donc c'est là aussi que j'invite les femmes qui ont un problème, en tout cas de ce genre-là. Si tu essaies plusieurs mois et que tu n'y arrives pas, fais-toi aider, des solutions existent clairement. Mais t'étais sûre que des solutions existaient? Alors oui. Parce que moi je me disais, bah problème, solution en face. Ouais. Tu vois, okay. j'ai jamais vraiment... Si, des fois, je doutais que peut-être j'allais rester comme ça, mais j'étais persuadée qu'il y avait des solutions. Ouais. C'est là où j'ai commencé. C'était plus genre, je vais rester comme ça parce que je vais pas trouver la solution à l'échelle de ma vie, mais pas parce que la solution n'existe pas. Voilà, c'est ça. Ok, c'est très différent. Ouais. Donc, je pense que la vie, en ce moment-là aussi, m'a fait des cadeaux parce qu'en cherchant, je suis tombée sur la personne. Je pense que quand on fait un pas vers la vie, on veut des solutions, la vie va te mettre les personnes sur le chemin. Donc je suis tombée sur une personne en fait qui a littéralement changé ma façon de voir les choses, qui m'a accompagnée pendant un bout de temps sur ce processus de guérison. Donc j'allais à son cabinet, il s'appelle Alain, c'est devenu un ami, d'ailleurs je le vois bientôt, on va manger ensemble. Et donc je vais le voir, je lui explique mon problème, donc il me rassure que... il est sexologue, c'est ça? Il est sexologue, il est aussi sophrologue. Okay. Donc déjà, je découvrais la sophrologie que je ne connaissais pas. Et il me explique que c'est très courant qu'on le pense. Par contre, c'est très tabou, parce que le vaginisme, c'est vraiment très, très tabou. Et, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, je pense que je suis pas trop de sujets tabous dans ma vie. C'est très tabou. Et il me dit, on va commencer à travailler sur toi. Et c'est là où j'entends la première fois un travail sur soi. Je me suis dit,
travail sur soi. Alors moi, je n'étais pas du tout développement personnel, travail sur soi, blocage et tout ça. Je ne connaissais pas. Ça, c'était un monde à part, tu vois. Donc il me dit, on va faire un travail sur soi, voilà. Donc il commence à me donner des outils, parler de la respiration. Il commence à me parler de moi. C'est la première fois que je parlais de moi, tu vois. Il me demande, c'est quoi tes passions? Moi, j'avais pas de passion, en fait. Et là, je lui dis, j'ai pas de passion. Tu vois, moi, j'avais mon boulot à l'époque, c'est tout. Tu vois, tu faisais quoi d'ailleurs? J'étais comptable. Rien à voir. Donc, voilà. Et donc, je voyais que dans cet accompagnement, ce qui revenait souvent, c'est qu'il amenait tout à moi, il essayait de me comprendre, voir un petit peu mon histoire, dans quel schéma familial j'ai évolué, quelles étaient mes valeurs, quelles sont les choses que j'ai vécues dans le passé, est-ce que j'avais refoulé des choses. Enfin, c'est vraiment un travail global qui m'a fait beaucoup de bien parce que pour la première fois, je m'autorisais à revenir sur les choses de mon histoire, du passé que j'avais jamais osé regarder. Pourtant, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais voilà, je voulais pas et puis j'avais pas envie. Et là, tout revenait. Donc, je commençais à lui parler de moi, de mon éducation. Et donc, c'est là où on fait des liens avec cette éducation stricte où, voilà, le sexe, c'est tabou, tu parles pas de sexe avec le vaginisme. Je commence à lui parler aussi de certaines choses que j'avais vécues enfant. Donc, j'ai eu des attouchements à l'âge de 8-9 ans. Donc, je lui parle de ça. Donc, on fait le lien. Et je lui parle aussi du fait qu'en tant que femme, en fait, je t'ai coupée de mon corps. Enfin, lui, avec des questions, il m'a amené vers ça, tu vois. Et je me rends compte, par exemple, mon corps, moi, je l'habitais pas, je vivais pas dans mon corps. Tout était dans ma tête, parce que j'étais dans les stratégies, les calculs, tu vois, la compta. Et mon corps, je le connaissais pas, je ne l'habitais pas. Est-ce que, enfin, c'est peut-être une question un peu idiote, mais moi, je me souviens très très bien du moment de ma vie où j'ai pris pour la première fois un miroir pour aller voir où était mon vagin et à quoi ça ressemblait. Et j'avais sur les coups de 13-14 ans, un truc comme ça. Et c'était juste après avoir mes premières règles. Je me dis, mais je comprends pas d'où ça sort. Waouh, quelle chance d'avoir... Et j'ai pris ce miroir. Et en fait, je me pose la question, est-ce que tu avais conscience du coup, parce que est-ce que tu savais où était ton vagin en fait? Est-ce que pendant toutes ces années jusqu'à 25 ans, ce que tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on commence, que tu as vécu dans un corps sans vagin, dans ta tête, c'est comme s'il n'existait pas. C'est ça. Pendant tout ce temps. Et tu t'es pas dit en voyant tes règles et tout, mais d'où ça sort, à quoi ça ressemble? Non. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai occulté donc mon vagin pendant 25 ans. Donc jusqu'à 26 ans, je ne savais pas que j'avais un vagin. Et pendant tout ce temps-là... Tu savais, mais tu savais psychologiquement ou pas? Non. En fait, je ne savais pas. Waouh, mais comment c'est possible? C'est ça qui est fou. T'es allée à l'école? On t'a Oui, mais ça ne m'intéressait pas. Déjà, à cette époque-là, l'anatomie, tu vois, je n'étais même pas concentrée. Voilà, c'est des cours. J'ai été à l'école. En 4e, on a fait l'anatomie et tout ça. Mais déjà, j'ai rien mémorisé. Déjà, à cette époque, je pense que je faisais déjà un rejet, un blocage sur ça. Et c'était les cours que j'aimais le moins. Donc, je ne savais pas que j'avais un vagin. Et jamais il m'est venu l'idée de regarder avec un miroir. C'est pour ça que je trouve que c'est une chance à 13 ans de déjà, waouh, j'aurais tellement aimé à 13 ans. Ouais, j'étais curieuse, je comprenais pas. J'étais mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Je comprends pas. Tellement, mais en fait, j'étais pas curieuse. Du coup, j'étais pas curieuse et aussi, je pense qu'il y a ça aussi. Moi, j'étais la bonne petite fille parfaite, tu vois. Cette partie-là, tu vois, ma mère elle me disait pas de touche, pas de copain, pas de sexualité. Donc, je pense que dans ma tête, pour me faciliter la vie, mon cerveau a dit, bon, on va faire une croix sur ça, comme ça, elle avance dans sa vie, parce que du coup, il y a trop d'interdits, trop de choses par rapport à cette partie-là. Et du coup, j'ai vécu vraiment, je pense, avec tout ce qui est anatomie, sexualité, vagin, tout ça, entre parenthèses. Jusqu'à ma vie d'adulte, quand je peux faire l'amour, là, je commence à m'intéresser à ça. Donc non, j'ai jamais exploré. Par contre, je touchais parce que voilà, quand j'ai découvert la masturbation, le clitoris, ça je touchais. Par contre, le vagin, non, c'était le mystère, c'était voilà. Et du coup, le travail sur toi que tu as fait avec cette personne qui t'a accompagnée, ça a consisté en quoi en fait? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y avait sa partie émotion parce que j'avais refoulé énormément de choses en moi. Des choses que j'avais vécues parce que j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à exprimer, à rien exprimer. Enfin, je laissais rien transparaître. Même mes sœurs,
Et mon frère me le reprochait. Avant, on ne pouvait pas savoir si j'étais bien, pas bien, heureuse. Parce que je gardais énormément. Donc on a commencé à travailler sur le fait tout simplement d'exprimer ses émotions et de pouvoir librement les laisser à transparaître, etc. Puis après, on a commencé à travailler sur la féminité. Parce que tu vois, moi, je ne me sentais pas femme. Je me sentais pas femme et du coup on a remonté dans mon histoire personnelle quand je suis née après un bébé garçon qui est mort et donc j'étais une fille et en fait tu vois dans ma culture les bébés garçons ils ont un peu plus de valeur que les bébés filles. Oui. Aïe 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 aïe. Donc disons que mon père était content que je pense que je naisse, mais il était un peu déçu que je sois une fille. Il a perdu un petit garçon déjà, et en plus, et en plus c'était une fille, quoi. Donc, je pense qu'inconsciemment, je l'ai compris, et du coup, j'étais comme un petit mec, tu vois. Déjà, j'avais les cheveux très courts, et puis, donc tout ce qui était féminité et tout, je voulais prouver que j'étais un petit gars, voilà. Donc, je me suis coupée inconsciemment de ma féminité. Et donc, cette personne-là m'a aidée à faire les liens avec toute cette histoire-là, tu vois. Moi, je ne pouvais pas faire ça toute seule, les attouchements. Donc une partie sur la féminité et aussi une chose qui m'a beaucoup aidée, c'était l'authenticité. Tu vois, j'arrivais pas à dire non à une personne. Je faisais tout pour plaire aux autres. Je disais oui alors qu'au fond de moi je voulais pas, mais tellement j'avais peur de décevoir l'autre personne, donc je disais j'arrive. Enfin, tu vois, cette incapacité de dire non, de se faire passer en premier, de penser à soi. Tu vois, c'était quand même des choses que je ne savais pas faire, que j'ai appris, que j'ai découvert que c'était possible de penser à soi avant. Sachant que moi, tu vois, dans mon éducation, si tu penses à toi, tu es égoïste. C'est toujours l'intérêt collectif qui va primer. Donc, quand tu es dans une famille, tu vois, au Sénégal, c'est des grandes familles, tu dois te sacrifier pour les autres. C'est ça qui est normal. Par contre, quand tu vis une vie où tu penses qu'à toi, là, tu es pointé du doigt. Tout de suite, c'est la fille, elle est trop égoïste, elle pense qu'à elle. Donc, j'ai dû apprendre à enfin penser à moi, chose que je ne savais pas faire. Je me suis longtemps sacrifiée pour mes frères et sœurs, pour mes parents, etc. Et donc, cette personne a réveillé ça en moi. C'était possible, en fait, de penser à moi sans me sentir égoïste et sans culpabiliser. Puis, on a travaillé aussi sur la conscience, tu vois, le moment présent, vivre les choses là maintenant. Parce que dans mon vaginisme, j'arrivais pas à profiter, de ce moment d'intimité avec mon mari, parce que j'étais tellement, souvent dans le futur, à me projeter. Et donc le moment présent, ça a été vraiment aussi une grande découverte de juste profiter du moment là et de se connecter à ses sens et de ressentir avec ses sens, développer sa sensualité, etc. Donc, il y a eu plein d'étapes comme ça. Et si je regarde bien globalement, ça m'a juste permis, en fait, ça m'a permis de me comprendre, de mieux me connaître, de mieux comprendre, en fait, toutes ces choses que j'avais laissées, que j'avais refoulées, que j'arrivais pas, en tout cas, à extérioriser, de faire la paix avec mon histoire, de pardonner certaines choses, de devenir moi-même, tout simplement. Et d'accepter aussi que j'étais une femme et pas un gars, pas un mec, mais une femme avec tout ce qu'elle a avec elle, d'assumer en fait tout simplement qui je suis. Donc, Et est-ce que en faisant ce travail-là, tu n'avais pas la sensation de renier l'éducation que tu avais reçue? Parce qu'en fait, tu as été obligée, pour découvrir qui tu es, de remettre en question certaines choses de ton éducation qui font qu'aujourd'hui, tu as des croyances différentes de l'éducation que tu as reçue. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu n'as pas eu cette résistance-là de « Ah, mais je ne veux pas renier ma famille, finalement, parce que j'aime mes parents et j'aime le fait d'avoir grandi dans cette famille et la culture qui m'a été donnée ». Alors si, dans la mesure où quand on découvre autre chose qu'on n'a jamais connue, déjà, il y a de la résistance. Parce qu'on n'a jamais connu ça, on nous propose autre chose qui a l'air bien, tu vois, mais en même temps, on ne connaît pas. Ça devient l'inconnu. Donc ça fait peur. Et aussi, moi, j'avais cette peur de me dire, si je change trop, ma famille, voilà, ils ne vont plus m'accepter parce que j'aurai d'autres croyances, etc. Donc je pense qu'en ce moment-là, ce que j'ai fait qui était, je trouve, bien, c'est que j'ai gardé ce qui était important dans ma culture, qui était positif, parce que dans ma culture, il y a des choses extrêmement positives, des choses vraiment que j'adore, j'y tiens, le respect, le partage, l'entraide, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai gardé ce que je pense
qui me portait encore, qui était positif pour moi. J'ai lâché ce qui me servait plus parce que clairement il y avait des croyances qui me ralentissaient, qui me freinaient. Donc ça j'ai lâché. Ça s'est pas fait sans douleur. Vraiment ça s'est pas fait sans douleur, mais petit à petit, voilà, il y a des choses qui sont parties. Voilà, voilà, avec de la douleur quand même, mais j'ai réussi à lâcher des choses. Et puis quand on grandit comme ça en conscience, je pense plus on lâche, plus on a une capacité de lâcher encore plus et de retrouver vraiment qui on est avec ses propres valeurs et ses vraies croyances en fait. En fait, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que finalement, toutes ces choses... Enfin, je vais dire quelque chose qui est peut-être... Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec, et peut-être que si vous travaillez dans la psychologie, en tant que psychologue ou psychiatre, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de choses, beaucoup de troubles en fait. Troubles du sommeil. Là, tu parles de vaginisme. Moi, je rencontre des personnes avec du surpoids. Je pense que j'ai déjà rencontré la même chose aussi avec des personnes qui font des crises d'angoisse, ce genre de choses. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça se ramène à... Il y a peut-être eu un choc psychologique, peut-être que toi, les attouchements, ça a eu un impact. Et il y a un travail psychologique à faire, mais en fait, à chaque fois, ces blocages à l'âge adulte, finalement, la réponse, c'est jamais sur le symptôme, c'est toujours sur l'authenticité, sur s'autoriser à être soi, indépendamment de sa culture et de la pression culturelle qu'on a autour de soi. Que ça soit la pression sociale directement, je sais pas, du milieu social dans lequel on est, ou que ça soit plus large au niveau de la société. J'ai toujours cette sensation que, quelle que soit la nature des troubles, que en fait on est juste différent et que ça se manifeste pas pareil sur ton corps que sur le mien, sur quelqu'un. Moi je ferai pas des crises d'angoisse, mais peut-être que toi tu feras des crises d'angoisse, et que en fait à chaque fois la réponse c'est la même en fait, c'est sois en présence avec toi-même, écoute ce que ton corps essaye de te dire en fait, c'est un signal, il y a quelque chose, il faut que tu sois plus en présence avec toi en fait. Je sais pas si tu as eu le même constat dans ta pratique. Alors si, parce que, et c'est ça que j'ai envie aujourd'hui de transmettre, c'est de se dire ce vaginisme il n'est pas là par hasard. Tu vois, clairement, moi, c'est toujours la phrase que je dis aux femmes que j'accompagne. Ton vaginisme, il n'est pas là par hasard. Il est là pour t'apporter un message. Et ce message-là, tant que tu ne l'as pas compris, il va rester. Et une fois que tu l'as compris, il disparaît. Et souvent, les messages, il y a plusieurs types de messages. Moi, dans mon cas, ça a été clairement, Mam, aime-toi. Apprendre à s'aimer. Et dans le fait de m'aimer, il y avait la connaissance de moi, il y avait l'écoute de moi, il y avait plein d'autres volets que je n'avais pas encore explorés. Donc moi, mon message principal, c'était amour, tu vois, c'était clair, c'était là, aime-toi. Et comme je n'écoutais pas ça, donc mon corps a répondu en blocage, en vaginisme, ça aurait pu être un burn-out, ça aurait pu être un accident, ça aurait pu être un surpoids ou peu importe, ça aurait pu être autre chose. En tout cas, c'était ce truc pour me réveiller. Parce que je pense que pendant des années, je me suis oubliée, je ne me suis pas aimée. Et il y a tellement de choses qui se sont passées que j'ai voulu enfouir dans le passé pour ne pas y revenir. Donc c'est vraiment un réveil, tu vois, un déclic. Allez, maintenant tu as ça, tu vas t'en occuper. Et voilà. Donc il y a un message derrière toutes ces choses-là. Il faut aller le chercher, le trouver, le comprendre. Et une fois qu'on l'a intégré, finalement, le symptôme, il disparaît. Mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression que toutes ces manifestations physiques, c'est souvent juste un symptôme de quelque chose qui est juste... voilà, t'es pas en présence avec toi-même. Et je sais que donner cette réponse-là à quelqu'un qui vient avec quelque chose comme un vaginisme ou comme de la crise d'angoisse ou comme un burn-out, il y a un peu un côté, bah oui, mais c'est facile de dire ça et puis c'est pas très scientifique aussi. Exactement. Tu vois, genre t'as envie d'avoir une réponse, genre mais non, mais là il y a un blocage physique, regarde, c'est un vaginisme, donc il y a un blocage physique. Oui, mais ce blocage physique, il part de là et des émotions à un moment, quoi. Il y a peut-être aussi un accompagnement physique à faire et peut-être certainement aussi un accompagnement psychologique à faire à un moment. Si je sais pas si t'as vécu un viol ou ce genre de choses, c'est certain qu'il y a un travail psychologique à faire, mais en fait, il y a juste un moment aussi où il faut juste que tu acceptes de t'autoriser à être toi. Je suis d'accord avec toi. Et aussi, quand tu dis les gens, quand tu as des crises d'angoisse ou autre et qu'on te dit ça, c'est vrai que quand on te dit ça, quand il n'y a pas eu un travail d'accompagnement avant, tu n'es pas prêt à entendre ça. Ouais. Tu vois, bien sûr. Quand tu viens tout de suite, tu découvres. C'est hyper violent et puis c'est à côté de la plaque. Ça paraît complètement à côté de la plaque. Bah oui, parce que moi, quand j'ai découvert mon vaginisme, si la personne, cet ami dont je te parle, m'avait dit à la première séance,
Aime-toi. Aime-toi. Mais t'es con quoi, je te dis que mon vagin est fermé. J'allais rien comprendre, tu vois, j'aurais rien pigé. Mais au fur du processus d'accompagnement, tout ce qu'on a fait ensemble, le point, le truc important, ça tournait C'était toujours ça. autour de l'amour de soi, avec la Et présence. ça a duré présence. combien de temps en fait, cet accompagnement? Alors, ça a duré avec lui, on a travaillé peut-être ensemble pendant 4 mois, puis après j'ai fait le chemin toute seule. Alors, pendant 4 mois, j'ai pris, parce que j'ai cette capacité de comprendre en peu de temps quelque chose que, voilà, ça c'est aussi mon côté, je comprends assez vite les choses. Voilà, donc en 4 mois, j'ai compris en fait le message. J'ai dit, ok, j'ai compris, super. Donc maintenant, je vais appliquer tout ça. Et j'ai commencé à appliquer. Et c'est pendant cette période que j'ai documenté tout mon chemin de guérison. C'est pour ça qu'après... Concrètement, il t'a fait faire des exercices, des choses ou... Parce qu'il il est quand même sexologue. Donc... Ou c'était un peu comme une séance de psy, où en fait c'était plus par la discussion que tu as réussi à débloquer les Je pense choses. que c'était un peu comme du mentoring. C'était sa présence en fait. Je pense qui m'a fait comprendre. Le voir lui dans son quotidien, comment il vit, comment il est dans sa présence, comment il prend soin de lui. Comment... Tu vois, je pense que c'est ça en fait qui m'a vraiment... Après, j'allais dans son cabinet, il me faisait faire des exercices de respiration. J'ai appris à respirer correctement parce que la majorité des personnes respirent mal. Quand j'ai découvert la cohérence cardiaque, je me suis dit, waouh, tu vois, de respirer d'une façon, c'est par le bas-ventre, posé, pour laisser ces cellules se régénérer. Tout ça, c'est important, mais on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous l'apprend pas. Donc j'ai dû... Alors, il m'a donné plein d'outils, tu vois, que j'applique aujourd'hui dans ma pratique avec les personnes que j'accompagne. Mais moi, ce qui m'a vraiment, je pense, fait un déclic, c'est lui, la personne, sa présence, sa vie, ses choix, comment il est et comment il est équilibré dans tout ça. En fait, c'est ça qui m'a inspirée. Et donc, j'ai compris, là c'était la première leçon que j'ai compris. Je me suis dit, waouh, donc c'est ça la vie en fait. Moi, je trouve ça hyper étonnant finalement de te dire que, et ça me touche dans mon féminisme, que ce soit un homme en fait qui t'a apporté ce déblocage. Ça montre quand même le boulot qu'on a encore à faire en tant que femme, quoi. Ouais, c'est lui qui m'a montré en fait. Voilà, c'est ça. Cet amour de lui qu'il avait, cette présence qu'il avait. Waouh, c'est vraiment... Donc du coup, quand j'ai été à son contact pendant 4 mois, j'ai compris le message, tu vois. Et après, j'ai fait mon bout de chemin. Et en fait, pendant cette période-là, c'est magique. J'ai fait la rencontre de très belles personnes qui m'ont ouvert aussi d'autres choses. J'ai fait des stages. Alors, je me suis ouvert au développement personnel, un monde que je ne connaissais pas. J'ai commencé à participer à des stages sur 2 jours. J'ai lu des livres et tout faisait, tu vois, écho. Et tout ça résonnait en moi et j'ai compris tellement de choses sur ce chemin qu'aujourd'hui je le transmets. Et c'est magique en fait, je me rends compte. À quel moment tu as pu avoir des rapports sexuels normaux? Alors au bout de 1 an si et la demi. normalité existe. Alors au bout de 1 an et demi, tu vois, après avoir fait tout ce travail, un jour, je sentais que j'étais prête. Tu vois, c'est marrant, mais après 18 mois de travail sur soi et tout ça, tout ce que j'avais découvert, toutes les choses que j'avais lues, les stages que j'avais fait et tout. J'avais aussi tout qu'à cliquer, quoi. Voilà, j'avais aussi à l'époque une coach. Après, c'était une femme qui m'a coachée par rapport aussi à ce problème-là. Et tout à un moment donné, c'est comme si le puzzle, tu vois, tout était en place. Et là, j'ai dit ok. Et là, je me sentais vraiment prête. Et un jour, je dis à mon mari, je me sens prête. Parce qu'à un moment donné, on avait quand même arrêté toute tentative parce que ça nous faisait plus de mal qu'autre chose. Et un jour, je lui dis, je pense que je suis prête. On va retenter, mais on va y aller à notre rythme. Puis un jour, comme ça, on essaie et ça marche. C'était magique. J'ai dit waouh. Et c'est incroyable que quand ça arrive, en fait, on n'y croit tellement pas. On se dit c'est pas possible. Moi, j'y croyais pas en fait. Tu vois, j'y croyais pas. Et en fait, c'est arrivé. Je me dis waouh, c'est ça de vivre ça. C'est magique. On a pleuré tous les deux tellement on s'y attendait pas. Et ça puis, fait pleurer moi, tu vois. Ouais, je vois que t'es émue. et voilà. Et après tout ça, tout ce chemin, et je me dis waouh, peut-être c'est là que la vie... J'imagine en fait, moi je connais pas du tout ce problème, donc c'est juste de l'empathie, là je suis désolée. C'est l'empathie d'Esther en puissance 8000. Non mais j'imagine, en fait au moment où t'as dit, et là ça marche, j'imagine les personnes qui regardent la vidéo
qui sont concernés par ça, qui sont Ouais. persuadés que ce n'est pas possible et qui Ouais. entendent ça. En fait, c'est possible, la guérison, elle est possible. Et aujourd'hui, je crois en une chose, c'est que ça peut aller bien plus vite que moi, le temps que j'ai mis. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a plus besoin de rester des années et des années. Je pense qu'aujourd'hui, le vaginisme, et je l'assume complètement, il peut se guérir en 3 mois s'il y a une très belle prise en charge et que tu es en face d'une personne qui connaît très bien le problème, qui peut te faire ce chemin rapidement. Il y a des nouveaux outils qui existent qui permettent de débloquer des choses assez rapidement. Et voilà, donc pour les personnes qui sont dans ce cas-là et qui suivent cette vidéo, c'est vraiment de vous dire de ne pas paniquer, de vous dire ok, j'ai un problème, mais il y a des solutions qui existent, de se rapprocher des personnes qui sont... Il y a Mam, qui est une super coach dans le domaine. Est-ce que tu leur fais faire des exercices de miroir? Ah oui, de miroir, de lettres au vagin aussi, parce que comme on a été coupé pendant des années avec réconciliation. Reconnaître sa présence. Exactement. Et ça, c'est des exercices très très puissants que je fais encore aujourd'hui pour les femmes que j'accompagne et j'ai toujours les mêmes résultats. Donc vraiment de vous dire que c'est possible de guérir, c'est pas une maladie incurable, c'est pas un truc qui se guérit pas, même si ça fait 10 ans que tu as un vaginisme ou 20 ans, parce qu'une fois j'ai eu déjà une personne au téléphone, ça faisait 22 ans. Oh, j'en revenais pas. Tu vois, j'en ai pleuré là. Parce que pour le coup, je me suis dit, waouh, 22 ans de souffrance, 22 ans de frustration. Donc, à ce stade, tu crois même plus que c'est possible en fait. Tu te dis, Bah oui, et elle s'y est fait à cette idée. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas réagi plus tôt? Parce qu'il y a des choses. Elle me dit, ça a tellement duré qu'à un moment donné, j'ai accepté. Je trouve ça très dommage. Parce qu'il y a des solutions et le problème peut être relevé. Des fois, c'est un petit déclic qui génère des solutions, quoi, qui crée en tout cas qui fait qu'on guérisse. Donc pas d'inquiétude, ça se guérit et il y a des solutions qui sont là. Moi aujourd'hui j'ai vraiment ce message là. La solution c'est pas une crème quoi, c'est vraiment pas une voilà. Faut aller explorer comme tu dis. Faut aller explorer vraiment soi en fait. Soi, c'est ça. C'est un voyage vers soi en fait. Et il est vraiment beau. Quand on prend le temps de le faire, ça peut nous... Je trouve ça dingue tout ce que le corps est capable de faire quand on s'ignore en fait. Ouais. Et on vit tellement dans une société déconnectée de soi qu'en fait on trouve ça normal et genre limite, moi je me dis là, je pense aux personnes, tu vois, il y a des personnes de mon entourage par exemple que j'imagine potentiellement regarder cette vidéo. Je sais qu'ils le feront pas parce qu'en fait ils regarderont pas cette vidéo là, mais je vois plein de personnes dans mon entourage qui sont tellement connectées au mental, aussi par ma formation de base scientifique qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés au mental et qui sont juste leur corps, si tu veux, c'est juste un véhicule pour leur cerveau. et que, ça. En fait, je me dis, mais le corps est tellement capable de faire tellement de choses pour dire « Eh oh, t'es complètement déconnecté. Eh oh !» Et je trouve ça dingue, en fait. Le corps, il est vraiment intelligent. Ouais. Et il va toujours te donner des signaux, des messages, sauf que nous on l'écoute pas en fait. Et on n'écoute pas, il va te dire des petits trucs, il va te dire ça, et en fait on est là, on n'écoute pas jusqu'au jour où il en a vraiment marre que tu ne l'écoutes pas, et paf, il te sort un symptôme. Là tu es obligé en fait. Mais on a une approche très mécanique du corps en fait. C'est-à-dire que même quand on a le symptôme, on a une approche mécanique en fait. C'est vrai. On va voir un médecin, il y a un truc qui marche pas, débloquer. Voilà, médicaments, tac, et limite, tout. on mettrait, s'il y avait des anxiolytiques du vagin, on ferait ça. On mettrait des injections, je sais pas quoi. Mais tu dis ça, mais il y a des femmes, pour traiter le vaginisme, c'est ce qu'elles font. Elles se font des piqûres de botox, soi-disant pour relaxer cette, je sais pas quoi, décontracter cette zone-là. J'en ai eu plusieurs, après avoir fait ça n'a pas marché, ça n'a pas réglé le problème. Sûr. Parce que le problème, il n'est pas là. Nous, c'est la même chose. Avec le poids, c'est la même chose. On fait un bypass ou un anneau gastrique, on perd le poids, mais si tu manges tes émotions, les émotions elles sont pas parties avec le bypass. C'est clair. C'est ouf, quoi. Ou des incisions de l'hymen. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui ont été faire une opération dans d'autres pays très loin, qui ont payé très cher. Et au final, après l'incision, le problème, il est toujours là. Ouais. Parce qu'il n'est pas mécanique, quoi. C'est fou. Bon, du coup, si parmi l'audience, il y a des personnes qui veulent te retrouver ou te contacter pour te soumettre leurs problèmes ou même juste pour discuter avec toi, interagir avec toi, ils peuvent comment? Je mettrai en barre d'infos, mais faut que tu... Alors, j'ai un lien avec mon agenda. Donc, le plus simple, ce serait de réserver un jour qui vous convient. On s'appelle, on en discute. Et après, à l'issue, je peux proposer une solution d'accompagnement pour aller plus loin. Sinon, il y a aussi ma page Facebook où je partage plein d'infos, donc Mam Dantipadiane,
plein d'infos sur le vaginisme et j'aime aussi partager les témoignages de guérison parce que je trouve que ça donne espoir aux femmes qui ont ce problème de se dire waouh, elle a guéri, elle aussi elle a guéri, donc moi je peux le faire. Et j'adore partager les témoignages. Voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube où je partage aussi voilà, des conseils sur le vaginisme ou des interviews que j'ai fait qui sont sur ma chaîne. Ok, bah, je mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et avant qu'on arrête, moi j'ai quand même une question. C'est qu'indépendamment de du coup ta vie sexuelle que ça a modifié, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de résoudre cette problématique de vaginisme? Énormément de choses. Je pense que le vaginisme, en fait, c'était comme si c'était un mur devant moi, tu vois, qui me bloquait. Et en fait, ça me bloquait vraiment dans toutes les autres sphères de ma vie parce que ça vient parasiter tes relations. Parce que comme tu n'es pas bien avec toi-même, forcément, tu n'es pas bien avec les autres. Tu vois, pendant cette période de vaginisme, j'ai eu des soucis avec ma famille, c'était compliqué. Certains de mes amis, parce que je vivais ça, c'était difficile. Donc en fait, le vaginisme, quand tu l'as, c'est comme un mur qui te bloque et qui parasite toutes tes autres sphères de ta vie. Vraiment tout. Et puis, avec un vaginisme, il faut le dire, on a du mal. En tout cas, moi, j'avais du mal à me projeter dans l'avenir. Parce que je ne savais pas... Tu vois, rien qu'avoir un enfant, acheter une maison, j'avais vraiment du mal parce que je me dis, je peux pas faire tout ça tant que j'ai pas réglé mes problèmes. C'est genre, ça, il faut d'abord résoudre ça. Quoi. Voilà, c'était donc le fait de se projeter professionnellement, d'avoir trouvé sa place, de se sentir plus femme, d'avoir des relations qui sont plus qualitatives, c'est ça que ça a transformé dans ma vie. Et finalement, aujourd'hui, tu vois, ça va être peut-être que certaines personnes qui vivent le vaginisme et qui souffrent aujourd'hui de cette situation ne vont peut-être pas comprendre ce que je vais dire, mais du coup le vaginisme a été vraiment un cadeau, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je pense que la vie m'a amené pour transformer des sphères de ma vie que je ne voulais pas voir, qui me faisaient pourtant souffrir. Et aujourd'hui je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai pu avoir pour devenir cette femme que je suis aujourd'hui et qui aide d'autres femmes à faire le même chemin. Bravo à toi. Merci. Et, merci d'être venue sur ma chaîne, ça me fait super plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Et puis je vous remettrai tous les liens de Mam en barre d'infos. Avec plaisir. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait si vous êtes concerné par le sujet ou même par curiosité pour comprendre. Bien sûr. Pour comprendre, c'est cool aussi. Et puis écoutez, on va s'arrêter là. On vous embrasse. Tu veux dire quelque chose avant de partir? Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu as envie de dire ou... Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour. Ouais. Et au pire, de toute façon, comme tu partages du contenu, il y a certainement des choses complémentaires. Quoi. Bon écoutez, on vous embrasse, on vous souhaite une belle journée, un bon dimanche. Et puis à très vite. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 66e épisode, on se retrouve pour parler d'amour. On va parler d'amour de soi, mais aussi d'amour des autres. C'est un sujet que je suis tellement contente d'aborder. Ça fait longtemps que je dois faire cet épisode et à chaque fois...